Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de faire cette vidéo puisque nous allons parler de Shin Godzilla. Un Godzilla qui vient pas du Japon. La petite blague pour commencer la vidéo. De deux réalisateurs, Hideaki Anno et Shinji Higuchi, avec en rôles principaux Hiroki Hasegawa, Satomi Ishihara et Yutaka Takenushi. C'est un film qui a coûté 15 millions de dollars, enfin voilà, avec des conversions, et qui en a rapporté 78 millions. Ce fut un gros succès au Japon. Il dure 2 heures environ, et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 heures? Eh bien, c'est Godzilla qui revient menacer le Japon une fois de plus, une fois encore, mais cette fois-ci, c'est un très très grand Godzilla, hein. On parle de 118 mètres de haut, hein. Ce n'est pas un petit Godzilla. Pour faire toujours plus grand que la version américaine, et les Japonais, comme à leur habitude, vont s'organiser pour le neutraliser. J'étais très intrigué par ce nouveau film, impulsé par l'espèce de reboot ou remake américain, on ne sait pas trop. Le temps que je le trouve avec les sous-titres et le temps que je fasse le texte, ça a pris bien son temps. Vous avez d'ailleurs à ce propos une chronique de Mr. Bobbin concernant Shin Godzilla. Il se garde bien, concernant le film, de parler des longueurs, des jeux d'acteurs et des trains kamikazes qui volent, hein. Pour lui, c'est un film merveilleux qui déconstruit pour reconstruire et tout ce bazar, mais il y a de sacrées casseroles, hein, que traîne le film. Ce sont des choix radicaux, pourrait-on dire, pour relancer la machine, pour relancer la franchise. Le premier de ces choix, c'est l'inspiration du désastre de la catastrophe de Fukushima, et suite au tremblement de terre de Tohoku en 2011. C'est peut-être la chose qui a motivé l'expérience de ce film. Il en résulte une imagerie, des visuels que des gens ont vécu. Vous savez, ces raz-de-marée dans les villes, ce genre de choses, que nous pouvons retrouver, la fumée qui sort comme ça de l'eau. Donc des images que des gens ont vécues, ont vues, qui ont été médiatisées, qui sont reprises dans ce film pour alimenter le mythe de Godzilla. C'est, comme souvent, une critique sociale d'une société en crise, un prétexte pour parler des hommes. Comme souvent, les hommes doivent s'unir pour affronter le pire. Et à la fin du film, Godzilla demeure au centre de Tokyo, menaçant de se réveiller à tout moment puisqu'il a été en quelque sorte fossilisé. On a cette menace qui est constante et qui pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de la société des hommes pour leur rappeler leur devoir de s'unir et ne pas s'emmerder dans des paperasses administratives où tout le monde veut être le patron. On épouse tous les points de vue, tout en étant aussi du côté de la cellule de crise, et on a en même temps cette progression de la catastrophe qui vient peu à peu prendre racine dans les sous-intrigues humaines. On crée une imagerie de la crise du tremblement de terre, avec ces gens habillés en bleu, les conférences de presse, cette hiérarchie qui protège également sa position et qui veut faire bonne figure devant la presse. Mais c'est un film de crise, je dirais, plus qu'un film de Godzilla. Les moments de catastrophe sont très bien, mais je pense que c'est difficile pour nous, Français, d'être forcément investis par ce genre de film, puisque nous avons quand même une mentalité typiquement japonaise que nous retrouvons, et je pense que celui de 53, si on devait faire un parallèle un peu lourd, celui de 53 est peut-être un peu plus digeste que celui-ci, puisque celui de 53 ne se concentre pas uniquement sur des réunions et des cellules de crise et des choses comme ça, et des conférences de presse. Il y a quelque chose d'un peu plus proche des gens, d'un peu plus proche de la population, ce que ne fait pas forcément ce film-là. Pour moi, c'est vrai que ce film peut refroidir par ses incessants sous-chefs qui viennent demander s'ils ont l'autorisation de faire ci ou ça. C'est très agaçant. On n'a pas eu en même temps de catastrophe comme eux ils en ont eu. Le film tente de convaincre qu'il est
plus contemporain, mature, réaliste. On présente l'impact scientifique, social, politique de l'arrivée du monstre. Voilà, on essaye de brasser quelque chose d'un petit peu, comme je vous le disais, d'un petit peu global. Et à travers ces différentes réunions, tout un enjeu économique, scientifique, militaire. Donc là réside l'aspect contemporain de ce Shin Godzilla. Il y a certains épisodes de Godzilla qui sont de vastes farces. Ici, on n'est pas le cas. Le film est sérieux, même si on sent une petite satire. Quand ils font venir les USA pour les aider, finalement, ils ne servent à rien. C'est-à-dire que l'intervention des USA ne marche pas du tout. En plus, ils font venir, je crois, une japonaise américaine qui a un énorme accent. Enfin, c'est assez affreux. Vraiment, on veut ridiculiser l'attitude bureaucratique assez frustrante et même l'attitude politique générale. Il y a une ironie politique dans ce film qui est savoureuse. Si on aime ça, moi j'aime relativement ça, mais je sentais où il voulait en venir, mais à un moment on n'en peut plus. On a envie de voir d'autres choses que des mecs bien sapés qui sont en train de parler dans un bureau. Oh là, faut qu'on fasse ça. Oh, mais ça va pas marcher, parce qu'on n'a pas les hommes pour, et blablabli, et blablabla, enfin, ça parle trop, et à ce moment-là, je me suis dit, le film, il est chiant. C'est-à-dire qu'on passe par toutes les hiérarchies, avec des scènes de discours et des monologues interminables, avec des... Et justement, c'est ça qui est marrant aussi. Les dialogues sont tellement interminables qu'ils viennent dynamiser n'importe quoi pour essayer de redonner un peu de peps. À un moment, il y a quelqu'un qui déploie un schéma ou une carte, je sais plus ce que c'est, un énorme papier, et c'est dynamisé avec des plans, mais des trucs, vous avez jamais vu ça ailleurs, quoi. Là, c'est tout d'un coup, il y a des machins, voilà, c'est des angles de caméra qui perdent en fait dans l'espace, mais c'est monté de façon dynamique, donc on se dit oh là là, il y a un truc important qui se passe dans toute cette merde bureaucratique. Donc il y a peut-être cette dynamique comme ça qui est assez amusante c'est presque amusant, j'ai lâché le mot amusant, mais c'est qu'on est tellement endormi que tout d'un coup il y a un truc qui nous réveille, on se dit what, qu'est-ce qui se passe, il y a un machin, il va y avoir de l'action. Au-delà des scènes avec Godzilla qui sont toutes très réussies, il y a une vraie rupture entre les scènes d'action, et de violence avec le monstre, et les scènes de torpeur qui sont celles des bureaucrates. Et je pense que les deux réalisateurs voulaient que ça soit ainsi, pour montrer qu'il y a une vraie différence en fait entre les gens qui vivent la catastrophe de plein fouet, les gens dans les rues, et la bureaucratie tranquillement posée dans un bunker en train de discuter. Alors est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on a l'autorisation ? Je veux dire, 50% des scènes, voire plus, c'est des scènes de réunion. Voilà. Donc c'est une sorte de comédie politique en fait, ce Godzilla-ci. Une comédie politique avec d'abord des plans de destruction de la ville et après des plans de dirigeants et de responsables pas contents parce que la ville est en train d'être détruite. Il y a un côté très très comique. Ces dirigeants représentent la fierté du Japon, ils n'acceptent pas l'échec, l'humiliation de l'échec et les cicatrices douloureuses du passé qui sont représentées par certaines figures de l'autorité. Avec, ah oui, alors ça c'est excellent, le Japon il a une force de défense. Et cette force de défense, alors bien sûr pour eux ça sonne comme une vraie force de défense, mais quand on nous dit « Oh, il faut faire venir le SDF !» Moi je me suis marré quand on a une espèce de mec habillé en bleu qui dit oh là là, le SDF, moi ça me fait marrer. On va pas bien comprendre que c'est là où en fait en France on peut peut-être pas comprendre. C'est le Self-Defense Force. Voilà, donc c'est une puissance de feu avec des tanks, des hélicos, c'est très impressionnant, la scène est vraiment impressionnante. Et les mecs ils sont coordonnés, les scènes sont vraiment impressionnantes. Quand l'armée avec ses tanks et ses hélicos viennent attaquer le monstre, c'est aussi divertissant qu'un film américain à 160 millions de budget. Vraiment, les scènes d'action, les scènes de destruction sont travaillées. C'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas beaucoup de budget et ils doivent faire à l'économie. Ils doivent trouver le moment le plus impactant, le mouvement de véhicule, le mouvement de Godzilla le plus impactant. Godzilla est assez stoïque dans le film. Il ne court pas dans tous les sens. Il y a vraiment une efficacité et aussi un son design qui est travaillé pour faire de l'effet. Là, moi, je dois dire que c'est assez jouissif. Et ce qui est bien aussi, c'est que les soldats japonais, ils sont beaucoup plus compétents que les soldats américains parce que quand eux ils tirent, eh bien ils touchent, et ils ne tuent pas de civils, ils ne détruisent pas la moitié de la ville et ils loupent leur cible. Non, ils tirent, ils touchent leur cible. Après, vous savez, comme je vous le disais, il y a quand même des trucs un peu what the fuck. C'est la fin. Quand les mecs, ils ont tellement plus rien, ils ont surtout plus rien à perdre, ils envoient des trains
kamikaze contre Godzilla. C'est-à-dire que les mecs, ils envoient les trains à toute allure et les trains foncent et tout d'un coup, comme ça, ils partent dans les airs et ils volent et ils tombent sur Godzilla et ça explose, enfin pour faire tomber Godzilla. Ils font avec ce qu'ils ont, ils font avec ce qu'il leur reste, mais c'est très ridicule. Voilà, ça, on se garde bien d'en parler quand on veut défendre le film. Non mais, c'est cool, voilà, c'est une espèce de truc un peu nanar, enfin c'est vrai que c'est ce genre de machin, tu le vois pas, tu peux pas voir ce genre de machin dans un film sérieux. Donc du coup, là, tu vois ça, tu te marres parce que ça sort tellement de nulle part, tu te dis, oh c'est bon, les mecs, ils ont un plan final qui va être vachement bien. Non, ils envoient des trains contre Godzilla. Voilà, et après ils lui font une espèce de boire un truc, enfin c'est vachement bizarre, hein. La fin elle m'a beaucoup surprise, alors pour le coup oui, c'est surprenant. Mais voilà, si tout d'un coup vous êtes particulièrement imprégné de l'ambiance dramatique et un peu de l'ambiance de fin du monde de ce film Godzilla, à travers une scène, j'en parlerai un peu plus tard, eh bien tout d'un coup cette scène-là va vous faire sortir du film, ça c'est évident. Ce qui peut vous faire sortir du film aussi, c'est que vous n'aurez pas de héros clairs auxquels vous pourrez vous attacher. Ce sont des masses de personnes, il n'y a pas de héros vraiment qui sort du lot. Ils se ressemblent tous, ils sont tous habillés un peu de la même façon. Je suis désolé d'être français, mais moi j'ai du mal à me rappeler qui est qui, parce qu'ils ont tous des noms japonais, et des fois, ils se ressemblent tous, ils ont tous la même gueule. Mais c'est ça, mais vraiment c'est ça, et par moments je me dis, mais alors lui c'est le dirigeant de quoi déjà ? Si on me le rappelle pas, je m'en souviens pas. Enfin, il y a des codes, mais il y a des noms, voilà, des figures que les gens habitués, ils n'auront aucun problème à repérer. Moi, moi, j'ai décroché. Je pense que, honnêtement, je pense qu'il y a ça aussi, ce facteur-là, qui m'a empêché d'être bien dans les séquences de dialogue. Et du coup, je me suis ennuyé, j'ai trouvé ça chiant. Donc, il y a une logique aussi pourquoi je dis que j'ai trouvé ça chiant. C'est aussi que j'ai pas réussi à bien identifier les fonctions des personnages, c'est-à-dire leur hiérarchie, pour après me dire, ah, celui-là, il va te dire un ordre important parce que c'est celui qui va diriger la cellule de crise et il va te dire cet ordre aux militaires qui est celui-ci et tout ça. Donc à un moment en fait je me perdais dans les noms des personnages et après bien sûr il en découle des situations que je comprenais, bien sûr, je suis pas idiot, mais qui ne m'emportaient pas, qui ne me saisissaient pas. Alors on suit différents représentants de différents cabinets, clairement ici critique des politiques. Il y a un dialogue entre les superviseurs, les ministres, les scientifiques, les secrétaires. Tout ça se représente une bureaucratie inefficace. Tous ces politiques doivent travailler ensemble, mais il y a tellement de processus de validation. Les mecs, ils sont en réunion. Alors c'est bon, tu te dis, ouais, c'est bon, ouf. Et le ministre, il dit, bon, allons dans la salle de conférence. Et moi je me dis, encore ? Et des permissions n'en plus finir. Il y a un moment, il y a un militaire qui est sur le terrain. Est-ce qu'on peut faire feu ? Après il y a le chef des militaires qui dit à la cellule de crise, est-ce qu'on peut faire feu ? Et après il y a le mec de la cellule de crise qui téléphone au Premier ministre, je crois. Et le Premier ministre, ouais, vous pouvez faire feu. Après il y a le sens inverse, en fait, jusqu'au militaire qui va donner l'ordre aux soldats qui vont pouvoir tirer. Voilà, il y a une espèce de déconstruction de l'ordre et de la hiérarchie qui est... Alors pour le coup c'est assez... Je pense c'est vraiment montré pour être ridicule. Et en même temps c'est assez agaçant parce que t'as l'impression qu'ils font du surplace, mais d'une puissance, mais c'est fou. Mais il faut bien se douter aussi que ces gens ont trop de temps pour parler, c'est-à-dire que Godzilla ne les presse pas. Et ce n'est pas une course contre la montre, hein. Loin de là, le monstre leur laisse le temps. Mais les décisions des humains sont opposées aux transformations et actions de la créature. Et de façon systématique, hein. C'est une toile de fond. Mais l'urgence n'est pas là. Mais à chaque fois qu'ils tentent quelque chose d'audacieux ou même qu'ils pensent avoir gagné, comme le dit Mr. Bobbin, eh bien on a le monstre qui donne un peu l'opposé, l'image opposée, il se transforme, il commence à détruire la ville. Tous ces dialogues montrent que les humains n'avancent pas. C'est peut-être le but, pour montrer leur impossibilité de faire quoi que ce soit. Donc en plus d'être une comédie politique, eh bien c'est un drame politique. Et seuls les jeunes vont pouvoir agir par rapport à la vieillesse. Donc encore une fois, tradition, modernité. Vieillesse et jeunesse sont opposés dans ce film-là. Ce sont, de ce que je comprends du cinéma japonais, des thèmes forts du cinéma. Autant les jeunes veulent agir, c'est-à-dire actionner, et les vieux vont toujours être dans le dialogue. Donc une idée de surplace, toujours assis. Il y en a un qui est comparé à un bol de nouilles, par exemple. Voilà, donc l'idée vraiment de fixité.
Je dirais peut-être que la situation ne va pas en crescendo, comme je vous disais, il n'y a pas une sensation d'urgence. Donc on n'a pas l'impression qu'en fait le film est structuré. On enchaîne les petites scénettes de groupe et les scènes de destruction, mais il n'y a pas un moment où il y a vraiment quelque chose d'important qui change en fait la situation de tout au tout. Il y a vraiment une scène centrale de nuit qui est importante, mais après on ne sent pas un grand changement, un changement de style, un changement de colorimétrie ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a un manque de structure à l'américaine. Alors là, encore une fois, moi je place une lecture occidentale de quelqu'un qui a vu beaucoup de films américains sur un film japonais. Ce n'est pas la chose à faire. Ne le faites pas, mais c'est aussi pour essayer d'expliquer mon ressenti sur le manque d'émotion et le manque de sensations, à part encore une fois dans quelques scènes. Après, voilà, je vais parler un peu de la situation des masses, des groupes d'acteurs. Vous savez tous que l'acting japonais est des fois dans l'exubérance et des fois dans le non-jeu, carrément. Alors bon, parler de acting amateur... Je ne pense pas que ce soit vraiment un problème. Si on est habitué aux films japonais, ça passe vraiment bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là si on est habitué. Concernant Godzilla, eh bien, c'est un nouveau Godzilla, le vrai, soi-disant, Godzilla. C'est une icône populaire. Je vous le rappellerai en conclusion. Je pense que je n'en mesure pas l'impact par rapport à la longue lignée de films Godzilla. Je ne sais plus combien de films, et c'est passé par tous les genres de films. Mais je ne me prétends pas spécialiste. Encore une fois, comme le disait Mr. Bobbin, je me permets de le citer, mais il disait un truc très juste, c'est que le film arrive après une longue lignée de longs métrages où nous nous efforçons de gommer la créature Godzilla comme un monstre extrêmement puissant et dévastateur pour en montrer finalement une espèce de roi des monstres, sa majesté, comme on dit, qui a vaincu à peu près toutes les grandes créatures de la Terre. Ici, on veut revenir sur cette monstruosité, donc d'un statut de majesté, il devient monstruosité à nouveau avec ce Shin Godzilla. C'est un tsunami ambulant. C'est un tremblement de terre qui commence dans le film, puis après une sorte de radiateur irradié qui vient s'occuper de nos chers japonais. Ça commence avec une espèce de fontaine de sang dans l'eau. Je crois carrément qu'il parle de Giant Unidentified Life Form, un truc comme ça. Et bien sûr en français ça donne le Gulf. Mon accent anglais, je sais, il est merveilleux. Donc Godzilla, nouveau design, évolution. Alors, nouveau design, nouvelle texture de peau, je devrais dire. Le design est quand même représenté comme tous les autres, c'est-à-dire une forme qui est dressée, un buste relevé. C'est traditionnel, mais le design est vraiment assez nouveau, puisqu'on va avoir une mâchoire qui va s'étendre quand il va devoir cracher son souffle nucléaire. On a une évolution du coup aussi de la créature par rapport au début. La première fois qu'elle apparaît dans le film, c'est un espèce de gros poulet ahuri. On dirait qu'il a pris de la bœuf avant de sortir de l'eau. Et il est là avec des grands yeux. Mais oui, c'est vraiment poilant parce qu'on a... c'est louche, quoi. Il a l'air vraiment bizarre. Ça commence dans une flaque de sang. Après, on le voit arriver comme ça avec des grosses poches qui laissent tomber du sang. Et puis, il va évoluer un peu comme un enfant, en fait, qui va devenir autre chose au fur et à mesure. Ses mouvements sont limités au début. Il n'a pas vraiment de bras. Et puis, à la fin, il va devenir la forme Godzilla que nous connaissons tous, avec une queue qui tire des lasers. Enfin, voilà. Ça, c'est peut-être la petite innovation. Mais... c'est une formation de la peau que nous allons avoir et qui est terrifiante à la fin du film. Et qui va même encore muter à la fin du film puisqu'il va se transformer en une énorme statue. Mais franchement, je peux vous assurer que la première forme, là vous n'avez pas d'image bien sûr, mais la première forme de Godzilla, c'est vraiment un gros dindon idiot sous l'emprise de la drogue. On dirait un shooté. Quand on le montre la première fois, j'ai eu un énorme fou rire. Je me suis dit non mais c'est pas Godzilla, ça c'est un monstre que va affronter Godzilla. Moi je me suis dit ça, il ressemble à rien, il a les yeux écarquillés comme s'il avait pris une bonne dose de drogue. Mais voilà, c'est une espèce de Godzilla magma qui s'offre à nous quelques dizaines de minutes plus tard. Ça change, on marque un point de changement à mon sens. Je pense pas qu'on puisse directement dire que c'est retour à la tradition. Non, je trouve vraiment
vraiment celui-là, il a une forme qui est bien à lui, qui se distingue des autres films Godzilla. C'est plus un organisme qu'un personnage, hein. Il n'a pas de personnalité, il n'a pas de motivation. C'est notre Fukushima sur pattes, qui est gigantesque, c'est super bien fait. Il y a des plans hauteur d'homme. À un moment, je crois qu'on est dans une voiture et on va dans le sens inverse de Godzilla et on le voit de tout en bas et on le voit surplombé de toute sa verticalité. Les immeubles, c'est vraiment une vision d'horreur, quoi. Ce sont des plans qui sont très très réussis. C'est très impressionnant, c'est plus impressionnant, je dirais même, par certains aspects que la version de 2014, hein, tout en étant, dans les deux cas, hein, des visions à hauteur d'homme. Donc moi, ça m'a beaucoup troublé, et du coup, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Je me suis dit, ah, les Japonais, ils font des trucs plus impressionnants, ça fait plaisir. Et le dernier plan fait froid dans le dos, une espèce de sculpture qui ne ressemble plus à rien, qui est ultra menaçante, et étant donné que le monstre a été tellement puissant pendant toute la durée du film, on se dit qu'à la fin, en fait, il ne faut qu'une étincelle pour qu'il revienne à la vie et qu'il refasse un massacre. Donc il y a quelque chose vraiment, comme je vous le disais, d'épée de Damoclès. En même temps, on dirait que c'est une statue commémorative du combat des Japonais, ce qui est une image très belle, et en même temps, c'est la menace ultime qui est au cœur de la ville la plus peuplée du monde. Donc il y a un côté vachement impressionnant en fait dans cette dernière image. Je crois que c'est une espèce de travelling avec un zoom qui se rapproche du visage de Godzilla. Enfin, je sais plus exactement, mais c'est un mouvement de caméra qui m'avait impressionné, hein. Alors il apparaît peu, oui. Quand il apparaît, c'est vraiment impressionnant. On le suit de sa naissance, de sa première apparition jusqu'à sa neutralisation. Godzilla est extrêmement puissant dans ce film. Je pense que là, ce sont les traditions qui reviennent au galop. Il est invulnérable aux armes conventionnelles. Il a un souffle de feu. Il a un laser violet. Donc c'est un petit peu folklorique, ça par contre, je crois, hein, il me semble qu'il tire pas avec sa queue. Alors là, je peux me tromper, hein. Dites-moi un peu dans les commentaires, les spécialistes, et bien sûr, il est radioactif. Je veux dire que, voilà, il a sa mâchoire rétractable, ça c'est un petit truc nouveau, mais les épines dorsales qui tirent des lasers, alors c'est super beau à voir, mais c'est un peu what the fuck, hein. Ça n'a rien à voir avec l'original, hein. Et alors là, mettez ça à côté celui d'Emmerich, on dirait que celui d'Emmerich il ressemble plus à l'original que celui-ci, hein. Non mais faut dire aussi ce qui est, hein. À un moment on dit oui on revient à la tradition, on revient au premier. Ah ouais, attendez, le premier il tirait pas avec sa queue, je crois, hein. Il avait pas une mâchoire rétractable et il ressemblait pas à un volcan sur pattes, hein. Donc faut pas être aveugle non plus, hein. C'est peut-être la limite de cette version. Faire différent nous envoie en fait de plus en plus loin de la création jusqu'à se détacher de son essence. Ici on revient quand même à l'essence initiale, mais on n'est pas loin aussi de la quitter pour avoir un autre Godzilla qui n'est pas du tout lié aux premières œuvres terrifiantes. L'icône est tellement passée par tellement de stades que maintenant c'est compliqué, on en oublie presque le message. C'est pour ça qu'ils l'ont essayé de le rattacher à la catastrophe de Fukushima. Mais il y a un passé derrière l'icône qui n'est pas à oublier et c'est compliqué de lier l'icône à la tradition dans ce film-là et tout en essayant quand même de faire un peu reluire la vieille icône, quoi, hein. C'est dans un sens ce que j'avais apprécié avec la nouvelle version de King Kong, là, le Kong Skull Island, c'est que dans le Kong Skull Island, ce qui est bien, c'est qu'on ne montre pas la bête comme voilà un être humain qui va aimer la blonde et blablabla. Non, on le montre comme un seigneur, un dieu protecteur de l'île, c'est-à-dire une divinité. Ça, on nous le montre bien. C'est vraiment la divinité qui protège les gens qui lui veulent pas de mal et qui l'adorent. Et ça, c'est une nouvelle version du monstre qui est intéressante, qui n'est pas forcément bien exploitée, mais c'est un positionnement, je dirais, par rapport à ce qu'est la créature qui est intéressante. Tout en étant, voilà, le monstre que nous connaissons, qui prend les trucs dans ses mains et tout ça. Enfin, voilà, on a toute l'imagerie de King Kong, mais voilà, il y a cet aspect, il y a la fonction, je dirais, voilà, du King Kong qui change un petit peu. Et moi, ça m'a pas dérangé, je trouvais ça plutôt rafraîchissant pour le coup. Pour Hideaki Anno, l'ambition était de réaliser, selon ses termes, le plus terrifiant Godzilla jamais vu. Le film mélangerait les techniques traditionnelles de costumes et des effets 3D. On parle de CGI à outrance et bordélique concernant le cinéma américain de ces dernières années,
Mais vous n'avez pas vu la fin de ce film. La fin de ce film, c'est du CGI en folie et en même temps pas spécialement beau. À ce propos, je vous invite à voir une émission de Cinefuzz sur le film qui faisait une réflexion, je trouve assez juste, une réflexion qui dessert le film pour le coup. Il disait que Hideaki Anno, qui était un défenseur des effets spéciaux traditionnels, et Shinji Higuchi, qui est celui qui s'est occupé des effets spéciaux de l'Attaque des Titans, c'est quelqu'un qui s'occupait plus du côté virtuel, et bien le mélange des deux, au final, ça donne un Godzilla qui semble être dans un costume, mais qui, à l'écran, semble virtuel. C'est un personnage qui a été fait en motion capture, et la plupart des tanks et avions, voire tous, sont virtuels. Ils n'existent pas. Quant à l'action même, son déroulement, je vais enfin parler de cette fameuse scène, la scène du film la plus spectaculaire, c'est la scène de nuit, qui est ultra impressionnante, c'est même bien plus impressionnant que ce que peuvent faire les Américains. Il y a une panique de la foule, des mouvements de destruction dans la ville, avec un espèce de chant à la musique. C'est magnifique, c'est vraiment un moment incroyable où tout flambe dans un dynamisme superbe, avec un moment, le rayon laser de Godzilla qui traverse, qui coupe les immeubles en deux, comme une espèce de sabre, une poésie de la destruction, un lyrisme des flammes qui montre vraiment que c'est Dieu incarné, hein. C'est Dieu qui déchaîne sa violence, qui déchaîne sa puissance. Ce sont des plans qui sont très très proches d'animés japonais pour le coup, hein. C'est vraiment waouh, c'est impressionnant. On n'a pas du tout affaire au même film. On dirait qu'ils ont mis tout le budget sur 15 millions, ils ont mis 10 millions dans cette séquence, hein. Vraiment, on a l'impression tout d'un coup que le film augmente en tout. Je pense qu'il y a un énorme travail de maquette, c'est la tradition, et le virtuel se rajoute en plus, et le mariage des deux donne, je pense, une espèce d'hybridation, parfois un peu cheap, et parfois réussie. Les images de la caméra même, on commence avec une petite caméra dans un bateau, c'était quelqu'un qui filme, donc on adopte le point de vue de la caméra. Puis après, nous avons des images de télévision qui relayent la même info, avec des inserts qui sont des fois étrangement faits. Mais on essaye de jouer avec une multiplicité de points de vue, la médiation très importante. On filme tout un panel de visions pour après représenter le tout dans le film via le montage. Comme je vous le disais, les inserts sont chelous, il y a des façons très très bizarres de filmer un téléphone qui raccroche sur une caméra par exemple, je n'ai pas vu ça souvent. Une façon de filmer les plans de la ville aussi, les inserts sont vraiment étranges. Les mecs te rendent épique, un dépliage de cartes, quand même faut le faire. Le montage est plutôt saisissant, les échanges sont compliqués à rendre compte, donc on parle de tout ça, le montage est plutôt bien. Après, ce que je peux regretter, c'est qu'on utilise des bruits, des sons des années 50, donc des sons mono assez dégueulasses, et bien on a en même temps du son de design, donc il y a un énorme bordel sonore, il paraît que dans une salle de cinéma ça s'entend encore plus, oui parce qu'il y a un mixage pour les salles de cinéma, moi j'ai tout aplati avec ma petite vidéo, mais il paraît qu'au cinéma c'est assez infâme à écouter. Dites-le moi les spécialistes du son, ou peut-être ceux qui ont vu en salle par hasard, s'il y a eu des sorties de salles de ce film. Et concernant encore le son, je parle rapidement de la musique. Je vous disais qu'il y avait des spécialistes de Evangelion dans le coin. Eh bien, on a une reprise de musique d'Evangelion, particulièrement celle de la préparation je sais plus comment ça s'appelle dans Evangelion, de la société qui protège Tokyo. Et on a une espèce de tam 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 tam, voilà, et ça on a dans Godzilla, donc ça m'a énormément étonné, et ce n'est pas pour rien qu'il l'ait mis, parce que c'est le même compositeur. Donc on a une musique d'Evangelion qui revient plusieurs fois dans le film, c'est très 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 troublant. Il y a une nostalgie qui est mêlée avec une fainéantise. Ça m'a frustré un petit peu de pas entendre d'autres choses, parce que par exemple la scène avec le chant quand on a Godzilla qui détruit la ville de Tokyo la nuit, c'est vachement bien et je l'ai pas écouté ailleurs. Donc pourquoi tout d'un coup on devrait ressasser? C'est comme si on avait tellement pressé le citron de ce compositeur que maintenant il n'y a plus rien, quoi. Donc voilà, moi ça m'a fait sortir encore une fois du film. Voilà, il y a des aspects qui font sortir du film. La musique est un de ces aspects, parce que quand tu entends la musique et que tu dis ah ça c'est Evangelion, bah t'es plus dans Godzilla, t'es plus dans Shin Godzilla, t'es dans Evangelion.
Bien sûr, je pense que c'est pour créer la situation similaire, le rapport qu'on peut faire entre la situation d'urgence, la mise en préparation de force, de plan de bataille qu'on a dans Evangelion et qu'on a dans ce film-là. Donc on essaie de créer sûrement un lien en fait entre les deux. Mais ça peut desservir le film. Bien sûr, ceux qui ne connaissent pas, ils seront très contents, mais ceux qui connaissent Evangelion, ça pourrait les troubler et ça pourrait les faire sortir de la scène. Et ça, c'est dommage. Au final, on a affaire à une icône de la pop culture mondiale, Godzilla, qui a toujours été la métaphore de catastrophe pour mieux représenter les comportements humains. Ça ne change pas dans le film. Mais bon, le film, sur le moment, c'était sympa, mais c'est difficile d'aller plus loin que ça, en fait. Représentation des humains, blablabla. Oui, c'est ça depuis le premier film. Donc en fait, on n'a pas tellement évolué que ça. Hein. C'est-à-dire toute la franchise, elle est passée par des tonnes d'aspects, mais rien n'a changé. Donc encore une fois, on est sur un film nostalgique, mais qui ne fait pas évoluer la mentalité d'un iota. D'un iota. L'humain est toujours crétin. Voilà. Si le traitement pouvait changer, ce serait bien, mais ce n'est pas vraiment le cas. On ne joue pas, par exemple, tellement sur les médiatisations et le flux d'informations. Ça, on ne le fait pas. Ça limite un petit peu le propos du film. Ce que faisait, par exemple, en style le film de monstre, Cloverfield. Représentation par médias et représenté par les médias. Le film, le monstre même. Donc là, oui, là, c'est innovant. Là, c'est très intéressant dans la narration et c'est très intéressant esthétiquement. Ici, ce n'est pas le cas, donc c'est vraiment un film de tradition, je trouve, dans la narration, et c'est pas si fou que ça dans la forme. Il y a quelques élans de bravoure qui sont de vrais élans de bravoure dans le film, mais sinon c'est assez pauvre. Alors, Mr. Bobbin, je vais terminer sur ça. Mr. Bobbin dit dans le film, enfin en même temps il le dit dans le film même, cette phrase-là, mais tout casser pour reconstruire. Après autant de films, ce n'est pas si évident que ça d'y voir cette phrase-là et cette volonté. Et pour reconstruire quoi ? Le même message, finalement, je trouve que c'est un film qui est un petit peu raté, mais qui, au moins, s'accorde sur la vision des Japonais, et le film a été un succès là-bas. Donc c'est plutôt une bonne chose. Puis c'est quand même moins guignolesque que Godzilla Final Wars, avec des extraterrestres et tout un bazar incompréhensible. Je lui mettrai un 12 pour la force des SDF. Oh là là, quand ils ont sorti le SDF, moi je me suis bien marré. Hein. Non, ok, alors c'est pas si fou que ça, mais il y a quelques scènes qui valent le coup. Mais quand même, accrochez-vous et des fois vous ennuyez. Hein. Je vais m'arrêter là. La critique est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez vu, s'il vous donne envie, n'hésitez pas à communiquer là-dessus en commentaire. Je serai de toute façon ravi de vous lire et de vous répondre. Je n'ai pas vu tant de Godzilla que ça. Je n'ai vu que le premier, Final Wars et Mothra contre Godzilla. Et bien sûr les Godzilla américains. Voilà, je crois que c'est ceux-là que j'ai vus. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez certains à me conseiller de Godzilla de la série, si vous êtes des connaisseurs. Quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous remercie pour votre soutien, de vous être peut-être abonné, je ne sais pas. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!